Chêne pour cette ultime masterclass de la journée. The last but not least, on est très heureux de pouvoir effectivement terminer sur celle-ci. On est très heureux, j'ai la chance, c'est pas la première fois que je vais l'accueillir sur scène, mais c'est la première fois qu'il va avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer dans sa totalité. On va peu parler de transmission, on va surtout parler de lui, on va parler de sa cuisine et on va aussi découvrir des créations originales tout à fait particulières à découvrir sur les grands écrans. Pour finir cette première journée, et peut-être certains d'entre vous étaient là dès la première ce matin à 10h30 avec Alexia Duchesne, donc ceux-là je les en remercie particulièrement. Et ben, on va terminer en applaudissant extrêmement chaleureusement César Troisgros de la maison Troisgros à Ouche. Salut César. Allez, plus fort s'il vous plaît. Merci. Salut César. Ouais, je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux, mais merci et bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. Non, ça va. Ça va. Écoute, ça va comme avant une démonstration devant un public, donc tu sais, c'est... Mais ça vous fait ça. C'est pas quelque chose qu'on qu'on a l'habitude de faire, donc évidemment, c'est... Oh, à force, tu commences à avoir l'habitude avec nous. Non, on fait peu de choses comme ça. Mais Omnivore, on est très fidèles, donc on est c'est très vraiment heureux. un bonheur d'être là. Merci en tout cas de votre confiance. Et donc je vais vous présenter Félix aussi, qui est vraiment un habitué d'Omnivore. Salut Félix, mais toi, pour le coup, c'est toi le fidèle parmi les fidèles, puisqu'on s'est déjà vu sur cette grande scène également. Oui, c'est vrai. C'était auprès d'Alexandre Gauthier. Voilà, avec Alexandre Gauthier pour une masterclass où je crois, je ne sais plus si c'était 17 ou 18 plats qui étaient sortis. Non, je plaisante, je crois autour de 11 me semble-t-il. Ouais. Bah, Félix vient de passer avec sa femme Nita 2 ans chez nous, après quelques années à la Grenouillère. Et donc voilà, ils vont s'installer tous les deux à Lille, parce que Félix vient du Nord, Nita est thaïlandaise. Et voilà, ils cherchent un fonds de commerce. Si quelqu'un... Ok, du côté de Lille, hein. Mais non, ok. Ouais. Et ben en tout cas, Félix, on sera là parce qu'on a très envie aussi de découvrir ta cuisine. Merci. Voilà, donc en fait, on va faire 3 assiettes. Parce que César, on va pas se mentir, moi je ne sais pas ce que tu vas cuisiner. Ouais, mais alors écoute, je vais rien te dire, toi, on va avancer. Alors on attaque. Non mais alors, décris les 3 assiettes avant pour qu'on ait un cadre qui permette à tout le monde de comprendre quelle est la direction que tu veux prendre. Alors le premier plat, c'est un plat à base de carottes, d'épluchures de carottes. D'accord. Donc qu'on appelle chose croustillante ou cosa croccante en italien. C'est vrai qu'on a des origines, ma grand-mère est italienne, donc surtout la cuisine de mon père est très influencée par les racines italiennes. Moi aussi, un petit peu moins, parce qu'il y a une génération de plus, bien sûr. Mais ce plat-là n'a rien d'italien. Mais en revanche, si ce n'est que le nom, il y a un clin d'œil. Chose croustillante ou cosa croccante, c'est tellement plus charmant en italien. C'est clair. Donc il y aura une première assiette. Une première assiette. La deuxième assiette, c'est un plat qu'on va présenter, parce qu'on ne l'a jamais fait, ou en tout cas on s'amuse un petit peu avec. Et, on l'appelait Narcisse. C'est un miroir. En fait, c'est une tarte à la sauce. Voilà. Une tarte à la sauce. Donc, un plat de sauce avec un morceau de pain, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. On le sait tous. La gourmandise qu'on a à saucer une assiette. À piocher. Voilà. Et en fait, ça fait quelque temps, on s'est dit, tiens, pourquoi pas imaginer un plat qui nous rappelle ça, parce que en fait, le pain et la sauce est un plat en soi. Ok. Donc ça ira la deuxième et la dernière. Ouais, donc on a cherché, on a trouvé, ou je sais pas, c'est en work in progress. Et donc c'est une pâte sablée très très fine. Et dessus, je verserai une sauce qui est une sauce historique de la maison, qui est la sauce aux fleuris, qui est une sauce qui accompagnait la côte de bœuf à la moelle, qui est un plat des frères Troisgros. Des années 60, Jean et Pierre Troisgros. Donc c'est vraiment sentimental, parce que c'est une sauce mythique de la maison qui est tellement gourmande. Une réduction d'échalotes avec du vin rouge, du fleuri, du gamay évidemment. Là j'ai utilisé du gamay de la Côte Rouennaise. On n'est pas bien loin et ça avait plus de sens.
Et voilà, cette sauce va être un miroir et je viendrai juste l'assaisonner avec du poivre de Séchouan. Mais je vais pas. Voilà, j'ai quasiment tout dit en fait. Hein, c'est très pur. Ok. Et on terminera par un dessert qui sera un soleil au miel et au safran. Ça me rappelle quelque chose. Eh bien voilà. Tu étais là. Tu étais un des premiers à le goûter, je pense. Écoute, je crois en tout cas, je m'en souviens très bien en tout cas. Donc c'est récent. Effectivement, c'était au mois de juillet, fin juillet. Eh Voilà. bien, messieurs. Donc Félix, allez-y. J'ai la chance, j'ai pas fait beaucoup de démonstrations. J'ai fait quelques-unes, mais j'ai jamais eu un assistant pour dresser les assiettes. Et cette année, je me suis dit, allez, Félix, il est libre. Je vais faire comme tous les autres chefs qui viennent avec une équipe et tout. Et du coup, voilà, Félix, il met la main à la pâte. Et alors, Félix, là, qu'est-ce que tu as mis? Ces Donc, petits points-là ressemblent à... Alors ça, c'est des capres. Ok. Des capres au vinaigre. Donc en fait, les carottes, on les a épluchées simplement à l'économe. À l'économe, ok. Et dans une friteuse, on les frit très doucement pour pas qu'elles prennent trop de coloration, mais qu'elles deviennent croustillantes. Donc voilà, ça donne simplement des épluchures frites et croustillantes. On les a salées. Et voilà, on monte notre salade de carottes avec quelques feuilles de coriandre. Et alors, quelle est l'inspiration justement au départ? C'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'une épluchure? C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une épluchure? Et c'est parti comme ça. Et puis finalement, on utilise évidemment la totalité de la carotte. Tu jettes pas la carotte, rassure-moi. Non. Ça, ce serait Non, on jetait les épluchures. Voilà, la dernière étape de la cuisine contemporaine, c'est de ne garder que les épluchures et de jeter le reste. Ouais, non, ça, ce serait un geste pas allé jusque-là. Attends, un geste puissant en cuisine aussi. Donc, en fait, il y a un petit peu de... Je pense qu'il y a un petit peu de... Inconsciemment, il y a un petit peu de Thaïlande dans ce plat, ou d'Asie. Ensuite, on va l'assaisonner avec une vinaigrette. Donc, on mange quelque chose de frit, mais qui s'imbibe ensuite d'une vinaigrette. Et c'est souvent qu'en Asie, on retrouve des plats, des fritures qui sont mis dans des bouillons ou dans des assaisonnements, souvent très toniques. Donc ça, c'est un peu de piment. Un piment qui est volontairement doux, fort, ouais. C'est quoi l'idée? Il est très doux, il est très fort, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de... Il est plutôt doux, c'est un piment calabrais. D'accord. Donc il est piquant, mais juste ce qu'il faut. Ensuite, là, j'ai Nadia qui m'a laissé un... C'est de la récup, ça? Ouais. C'est la fameuse poutargue qu'on n'a malheureusement pas eu le droit de déguster tout à l'heure. C'est vrai, toi, elle m'a offert tout ça, donc on va faire des petites lichettes. Excuse-moi, mais donc ça veut dire que tu n'es pas arrivé avec cette poutargue, tu n'avais pas a priori l'ambition, l'envie de mettre de la poutargue? Non, j'avais pas envie, mais je sais que ça marche. Est-ce que dans ta cuisine... Et puis c'est surtout la couleur qui m'a dit, tiens, je me suis dit, on va... Et ça, tu pourrais faire ça au restaurant aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, je pense que c'est bien parce qu'elle va apporter l'umami nécessaire. Tiens, je te laisse. Et Félix, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu étais là avec Alexandre Gauthier quand vous aviez fait les épluchures d'asperges blanches? Oui, le nid d'asperges. Le nid d'asperges avec une petite crème, je crois, au bleu, me semble-t-il. Au Stilton, c'est ça. Au Stilton. Alors ça, c'est les citrons Meyer, confits au sel. Donc c'est aussi un condiment qui vient assaisonner notre salade. Donc les citrons de cet hiver qu'on a laissé 6 mois dans le sel, ils sont juste, tiens. Attends, j'ai mes petites cuillères à moi. J'ai une pince si tu veux. Non, j'ai pas le droit. Ils sont extraordinaires, t'as pas le droit. C'est Covid. C'est pas Covid. Donc j'ai des petites... Donc on a ajouté quelques citrons, tu as mis l'estragon. Ah, c'est puissant, hein? Ouais. Mais si tu veux, tu as besoin, la carotte est finalement une texture, elle est un petit peu sucrée et très douce. Donc on vient la réveiller avec tous ces petits condiments. Tiens. Un bout de citron. Yes. Et qu'est-ce que tu vas utiliser là, le zeste ou... Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est non, c'est le citron entier en réalité. On les coupe en 4, on met du sel. Tu as mis la poutargue, hein? Pas encore? J'en ai pas mis. Voilà, on a des chips d'ail aussi. Des chips d'ail, ils sont dedans déjà? Ouais, on les a mis, ils sont juste Donc là. l'idée, ça va être de mélanger, de faire un petit amas où chaque bouchée va apporter son élément, l'ensemble des éléments. Ou plutôt de faire sa salade. Manger même
tout ensemble. Il nous manque quelque chose? Ben non, on a tout. En fait, voilà, bon, ça c'est le départ de quelque chose, mais évidemment, rien n'est figé. Ouais. Et donc avec le restant des carottes, donc avec les carottes entières. Avec les carottes. T'imagines en fait. le jus qu'on fait? On a fait un jus de carotte avec là j'ajoute un petit peu d'huile de noisette. Donc là, ça va être ta vinaigrette. Une vinaigrette. On met la méthon saucière. Voilà. Et donc. Et jusqu'où, disons, l'inspiration chromatique importe là-dessus? Parce qu'on voit hein, quand même la carotte, la poutargue, en le fait, citron. on est dans le chromatique, mais en même temps, le rouge est très important, le vert est très important. On pourrait enlever tout ça, mais je pense que voilà, le vert fait ressortir l'orange finalement. Okay. Et on a différentes teintes d'orange. C'est ça qui est très beau, c'est que dans les chromatismes, les nuances dans les couleurs, orange sur un autre orange, fait que voilà, on a l'orange de la poutargue, la sauce qui est encore, et ça amène une profondeur à la couleur. Et voilà, je pense que Est-ce qu'on la sert, les artistes, pardon. Est-ce qu'on la sert avec la saucière? Comment Alors, tu veux faire justement? Là, l'assiette est terminée, donc il paraît qu'il faut que je me mette là. Moi, je t'invite effectivement à la mettre devant, comme ça tout le monde, à la fois la caméra, peut bien voir cette petite. Donc on y va, on verse la sauce. Voilà. Et tu peux nous donner l'intitulé de ce plat? Faut regarder l'écran. Ok. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran, vous croyez? Et ben voilà. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu la lumière même? Une spatule ou pas pour... Tu peux laver la saucière. Vous voulez quoi? Juste la rincer. Ah yes. César, on va terminer le film. Donc en fait. Mais explique-nous. Ouais, là, il s'est passé voilà. quelque chose là. En fait, ça c'est voilà, j'attendais la première vidéo pour vous en parler. En fait, j'ai confié ces 3 assiettes à un artiste, vidéaste, plasticien qui s'appelle François Vogel, avec qui on collabore depuis quelques temps. Et c'est une rencontre, parmi d'autres d'ailleurs, avec des artistes qui viennent enrichir notre travail. Et donc voilà, j'ai laissé, en fait, ça c'est le travail de François. Donc je pense que techniquement, on aurait peut-être un peu mieux se régler, mais il y en a une pour chaque plat. Et voilà, en fait... Qu'est-ce que tu souhaites? On aimerait peut-être l'avoir en grand écran. Ouais, en grand écran, si on peut réduire la lumière. Et si on arrive à avoir c'est génial. Ce serait idéal. On va laisser les régies faire ce qu'ils peuvent. En fait, François, donc, il viendra nous expliquer son travail. Il fait des déformations spatio-temporelles. Ça te va assez bien, ça, non? Ouais. Et je ne sais pas expliquer plus que ça, comment il arrive à produire ces images, mais il part d'un point fixe. Et voilà, et je voulais qu'il interprète finalement nos assiettes dans notre univers. Donc là, nous étions dans notre potager à Ouche. Ensuite, la suivante sera aussi dans un autre lieu de notre maison, et la 3e également. Donc voilà, c'est surtout pour faire un parallèle avec son travail et un parallèle avec le travail des artistes, dont on s'inspire beaucoup et avec qui on a des échanges, des affinités, et qui viennent sans cesse nourrir aussi voilà. l'univers de la maison. Et en réalité, voilà, je lui ai demandé de faire ça.
il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'est suffisamment parlant pour vous, mais maintenant la balle est dans notre camp. C'est à nous de s'inspirer de son travail. Et alors, du coup, je reviens sur ma question. Comment tu intitulerais cette assiette, toi, après justement cette petite parenthèse? Cosa croquante. Et ben voilà, on va applaudir la Cosa croquante de César Troisgros, s'il vous plaît. Interprétée par François Vogel, justement, qui justement, voilà, a un univers créatif, qui joue comme un ping-pong avec vous en cuisine. Ouais, alors la rencontre avec François s'est faite. C'est des connaissances mutuelles. On voulait faire un film de présentation de la maison qu'on n'a pas. On voulait surtout pas faire quelque chose de banal. Ça, on se doute chez les trois gros. Voilà. Et du coup, en fait, on s'est rapproché du monde du court-métrage et des artistes, des vidéastes de court-métrage. Et quelqu'un nous a mis en contact avec François, qui est très modestement une pointure. Et vraiment, il est très modeste, mais c'est quelqu'un qui est assez incroyable. Et donc, on a démarré ce projet. Puis le Covid a fait que, voilà, au niveau budgétaire, on s'est dit, on va attendre un petit peu. Et gentiment, François voilà, nous a dit, en fait, je veux continuer à faire des choses avec vous. Et on est en plein, on est en plein travail ensemble. On a fait plein de petites choses. Il s'amuse. On les voit sur votre fil Instagram d'ailleurs. Sur notre page Instagram, on a quelques clips évidemment. Là ces plats-là, on a fait ça la semaine dernière. Et voilà, en fait, il se plonge dans notre monde et il crée un nouveau monde dans notre monde par l'image. Et plutôt très enfantin, très onirique, très fantastique. Et on adore, voilà. Et je voulais vous le présenter. Eh ben, écoute, on va le faire venir monter sur scène peut-être à l'issue de la deuxième assiette. Comme ça, on fera après le deuxième ou troisième. C'est comme tu veux. Donc, on va faire notre deuxième plat, qui est donc. Alors, en fait, le nom tarte à la sauce, c'est pas très élégant. Moi, j'aime bien, personnellement. Ouais, ça parle, mais. Bon, Narcisse, pourquoi Narcisse? Parce que vous allez voir, ça crée un miroir. Et je ne sais pas si tout le monde connaît la mythologie grecque et Narcisse. Disons que celle-là, si on doit la voir. Voilà. Et donc, en fait, c'est François qui était chez nous, qui a été le cobaye de ce plat-là. Et on n'avait absolument pas pensé à Narcisse. On lui a servi, dit, je me vois dedans. Un Narcisse de Caravage. Voilà, comme quoi, voilà, en fait, le travail, il commence là. Deux univers complètement différents qui se rencontrent et surtout un savoir, une connaissance de l'art de la part de François qui vient après compléter comme un puzzle notre qui vient faire. Donc le nom Narcisse de ce plat-là, ça vient de François en réalité. Donc cette sauce. Donc ça, très classique. La sauce, rappelle-nous le nom que la Maison Troisgros lui donne depuis. En fait, c'est un peu un dérivé. Je vais être honnête. La sauce aux fleuris, qui était une sauce très classique, réduction d'échalotes, vin rouge, glace de veau, montée au beurre. Léger. Il y a quasiment autant de beurre que de fond de sauce. J'ai fait évoluer sur un consommé de canard. Clarifié et réduit, qui est beaucoup plus fin en goût, beaucoup plus délicat que. Si tu me permets que la glace de veau qui est plus torréfiée. Et il y a beaucoup moins de beurre, et un tout petit peu pour la brillance. Je vais pas vous mentir. Il y a presque je sais que tu aimes la cuisine mexicaine, il y a presque un peu le côt mole. Ouais, c'est complexe. Et donc, avec des notes presque un peu cacaotées qui viennent, c'est vrai, hyper riche. L'acidité et la réduction de vin rouge au dernier moment. Donc là, je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je me concentre. C'est un petit peu technique. C'est le dressage, ça. Voilà. Donc la sauce est très puissante, évidemment. On en met très peu. Et c'est un travail de l'instant. C'est tout le contraire d'une cuisine de mise en place. À part la pâte et la base de sauce.
Je l'ai un petit peu cassé, c'est dommage. Tu peux peut-être leur coller le petit morceau comme ça. Non, 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 c'est bon, c'est beau comme ça. Donc voilà, en fait, le narcisse. Le plat est terminé? Le plat est terminé. Non, il manque quelque chose. Donc, quand on a déménagé à Ouche, on a eu la bonne idée de planter des poivriers de Séchouan dans le jardin, qui nous donnent des récoltes assez fructueuses. Et du coup, voilà, je viens finir le plat avec du Séchouan. Donc c'est celui de l'année dernière. Voilà. Narcisse. Magnifique. On peut l'applaudir, ce Narcisse. Et donc on enchaîne avec le film. Alors, je voulais pas être en image, mais parce que Narcisse, c'est pas l'idée. C'est pas toi. Le Narcisse, c'est les reflets dans les temps. En fait, c'est beau qu'elle soit abîmée, en fait. Ça lui donne du caractère à cette tarte à la sauce. Bon, merci beaucoup. On peut applaudir encore une fois cette petite séquence, hein, très psychédélique, t'es d'accord? On se recroirait effectivement à Ibiza en 1969, avec quelques substances peut-être qui nous enverraient ailleurs. Moi, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes avant de parler de la 3e recette. Quand même, tu viens avec un t-shirt particulier. Alors, soit t'as voilà, pas terminé ton assiette ou bah si, elle est finie. Presque terminée. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'il y a un très beau projet aussi sur lequel vous avez travaillé. Ouais. Alors ça, c'est une image de notre dernier livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Service Citron, qu'on a fait avec un artiste photographe qui s'appelle Éric Poitvin, qui est un ami. Et donc c'est un projet qui nous a pris quasiment 2 ou 3 ans. Et en fait, on voulait faire un livre avec papa, mais encore une fois, je le répète, on ne voulait pas faire comme tout le monde. Et on ne voulait absolument pas faire un catalogue de notre travail à un moment donné. On voulait trouver un autre axe. Et Eric, qui est un artiste photographe, a accepté de faire le projet avec nous, mais n'était absolument pas à l'aise à photographier des assiettes, voilà, des natures mortes, parce que c'est absolument pas son travail, et il y avait surtout pas forcément d'expression artistique. Donc on a cherché l'idée, et en étant un petit peu en résidence dans le restaurant, il s'est lié d'amitié avec les plongeurs. Okay. Et les assiettes vides l'ont frappé en fait par la beauté et surtout voilà, ce qui se passe dans une assiette et la vie qu'il y a encore dans une assiette qui vient d'être mangée par un client. Donc voilà, rapidement on a fait le choix en fait de faire un livre de photographie et les recettes liées à ces photographies. Donc il y a 52 photos d'assiettes consommées par des clients qui ont joué le jeu sans le savoir, qu'on a récupéré à la plonge, et ensuite on a fait Eric a fait une série de photos et on y a ajouté les recettes.
Donc, les images ressemblent à, voilà. à ce Donc que ça pourrait être. Voilà, je me suis permis de faire un t-shirt. Tu fais bien. Il y en a qu'un pour l'instant. Et donc ça, par exemple, c'est une assiette vide qui est revenue. Quel était l'intitulé du plat? Je pense que c'était une canette aux fruits rouges. Voilà, donc c'est ce genre de photos qu'on retrouve dans le livre. Donc il y a une troisième personne aussi qui est intervenue avec nous, qui est Jean-Claude Lebenstein, qui est un historien de l'art et qui a repris des textes de La Varenne aussi sur le cuisinier François, qui est le premier livre de cuisine, et d'un livre qui s'appelle Don't sur les manières de table. Donc en fait, la première partie, c'est les manières de table, comment on doit se tenir à table, etc., qui sont très, très classiques. Hein. C'est le guide Rothschild de Madame de Rothschild. Voilà. On passe à la deuxième partie, c'est les photographies d'Éric, et finalement, nos recettes correspondant aux photos. Donc c'est un livre que je vous invite à découvrir parce qu'il il est absolument formidable. En quoi justement qu'est-ce que ça raconte de la Maison Trois Gros aujourd'hui en 2020? Cette envie d'être dans un contre-pied, cette envie d'être... Oui, puis surtout, ça ouvre la porte à l'imagination. On donne des recettes, on montre des images, mais voilà, quand on les regarde, tiens, en fait, à quoi ressemblait le plat? Il ressemble à ce qu'on a envie. Il n'y a pas... Il n'y a pas de loi qui dit que voilà, telle ou telle chose devrait être dressée comme ça. Il n'y a pas de règle. On peut aussi imaginer qui l'a mangé, comment elle l'a mangé. Voilà, il y a une dimension sociale assez intéressante. Et en tout cas, l'idée chez nous, c'est de provoquer, en tout cas de susciter l'imaginaire. Ouais, plus que de provoquer, effectivement. Voilà, et de donner une piste à suivre, une idée. Mais voilà, les recettes, elles sont là et c'est au lecteur d'imaginer comment elles étaient dressées, et de créer sa propre histoire. Je vous invite à vraiment y jeter un œil. Vous le trouverez d'ailleurs sur la librairie gourmande là, qui est installée ici. Ce livre, parce qu'il est unique. On peut le dire. Oui, il est unique, il restera unique. Un restaurant qui décide de ne pas montrer ses assiettes ou au contraire de montrer ses assiettes qui reviennent vides. Il y a une poésie qui s'en dégage qui est vraiment très singulière et qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut vivre quand on va à la Maison Trois Gros. Mais d'ailleurs, on a eu une difficulté au moment de trouver un éditeur. Tu m'étonnes. Parce que voilà, à Trois Gros, on peut faire un livre à succès. Mais il faudrait que ce soit un livre conventionnel. Donc finalement, c'est une maison d'édition d'art qui s'appelle Makula, qui a accepté évidemment à 200% de faire ça avec nous. De jouer le jeu. Ouais. Très bien. Voilà pour la petite parenthèse du livre. Et donc, je vous invite aussi évidemment à découvrir le travail d'Éric Poitvin, qui est absolument le photographe, incroyable. Donc on passe au troisième, au dessert. Ça y est, c'est presque fini. Mais ça va très vite, hein, tu vois. Donc ça, on a une année très généreuse en miel, je pense un peu partout en France, il me semble. Le confinement a fait du bien aux abeilles, elles étaient tranquilles. Donc, nos ruches ont donné de bon cœur. Et donc évidemment, on a été inspiré par le miel et on a fait un dessert au miel. Donc au miel et au safran. Alors ça, c'est un parfait au miel. Donc une meringue italienne. C'est pas un sucre cuit, mais c'est le miel qui est cuit avec une crème montée. Donc c'est un dessert glacé, hein, le parfait est glacé. Le parfait est glacé, oui. Ça c'est un yaourt fermier qui est très important. L'équilibre et l'acidité du dessert. C'est amusant d'imaginer d'ailleurs que vous utilisiez un simple yaourt, si on peut dire. Ouais, mais pour en arriver là, on est passé comme beaucoup de choses à des essais et des échecs et des tentatives. Et Romain, un pâtissier de l'équipe, après quelques essais, s'est dit tiens, on devrait essayer avec du yaourt. Et c'était exactement ce qui nous manquait. Donc et en fait, la petite acidité probablement. L'acidité, le côté humide aussi et très aqueux qui vient casser le côté gras du parfait parce que c'est quand même assez gras. Le sucre. C'est un dessert qui est très peu sucré en réalité. Et alors attends, avant qu'on remette la petite... Alors ça c'est une sauce au safran. Parce que ça on dirait vraiment un jaune d'œuf. Hein, ouais, mais c'est une crème anglaise au safran même. Donc, tout simplement. Aussi simple que ça. Et ça c'est une tuile
au pollen. Je suis pas sûr de comprendre comment vous la faites. En fait, elle est en porte-piécé, si je puis dire. Ben, en fait, on a un petit chablon. D'accord. Puis sur un papier anti-adhésif, on vient façonner notre tuile à la spatule et c'est cuit au four. Et voilà, on obtient un soleil. En fait, le plat s'appelle soleil safran. Voilà. Et donc, vous allez voir, François, il s'est bien amusé avec ça. Donc, au-delà de l'intérêt esthétique et graphique, il y a vraiment un intérêt aussi de texture parce que c'est très croustillant, très fin. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as dégusté. Toi, tu nous en parles parce que c'est vachement dur de parler de ces plats et toi, tu l'as goûté. Non, mais le souvenir que j'en ai, c'était que j'ai mangé ce plat un jour de canicule. Il faisait peut-être 43 degrés en France ce jour-là. Alors, heureusement, pas dans la salle du restaurant. Mais il y avait la résonance entre le soleil, effectivement, et ce plat. Et surtout, ça venait terminer une séquence, un déjeuner absolument grandiose. Donc j'en ai un souvenir effectivement d'une grande gourmandise, vraiment d'un goût de miel, avec cette envie justement de mettre justement la cuillère dans le pot. Liquide. Ouais, voilà. Puis et donc ce miel, attends, ça c'est celui que vous faites donc chez ça, vous? Ouais, ça c'est le miel de printemps. Donc d'après l'apiculteur, on est plutôt cette année sur un miel type pissenlit, donc il est très jaune. On a fait une belle récolte au printemps et surtout une très très belle récolte en juillet. Mais il y a des ruches qui sont chez vous aussi. Ouais, on a 6 ruches. Et qui donneront leur premier miel là ou l'année prochaine ou c'est... Non, ça y est, ça fait 3 ans qu'on fait du miel, mais voilà, c'est un peu aléatoire. L'année dernière, on a fait 30 kilos avec 6 ruches. Cette année, on en a fait plus de 200. Donc oui. Après, nous, on prend ce qu'il y a. Mais ouais, c'est passionnant. J'ai fait pour la première fois la récolte avec l'apiculteur cette année. Et c'est fascinant le travail des abeilles. Très bien. Et puis en plus, quand c'est le miel de sa maison, voilà. C'est particulier. De sa nouvelle maison. Ouais. Encore une fois, je rappelle que la maison Trois Gros s'est installée à Ouche il y a combien de temps maintenant? 2 ans et demi? Il y a 3 ans. 3 ans. Ouais. Déménagé du centre de Roanne dans le petit village de Ouche. Ouais, à 10 km à peu près. On s'est déjà vu il y a à peu près 18 mois sur cette scène. Voilà, comment aujourd'hui vit cette maison? Comment toi tu as pu aussi t'imprégner de ces lieux et aussi finalement les habiter? Elle vit très bien. Je pense que mes parents ont eu cette audace d'initier le déménagement, de quitter une maison historique, plus de 80 ans d'histoire face à la gare, 4 générations. Voilà, fallait oser, mais finalement c'est un mal pour un bien. On n'a pas quitté et on n'a pas effacé ce qui s'est passé. On a juste voilà, tourner une page pour continuer d'écrire le livre. Et aujourd'hui, on est passé de cuisinier en ville de province, proche de la campagne, mais là vraiment, on est passé de cuisinier en ville à la campagne. Donc ça a été un choc important, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'environnement, les 17 hectares qui entourent notre restaurant et notre hôtel, il faut les bichonner, et chez nous, chez moi, ça a été une réelle, ça a accentué cette prise de conscience par rapport à cet environnement et à cette, je ne vais pas parler d'écologie, etc., mais cette responsabilité qu'on a. Les engagements. Quoi. Et surtout, voilà, on ne s'est pas imposé un changement de cuisine. Je pense que on est dans une remise en question quotidienne. Je pense que c'est la marque de fabrique de la famille, en tout cas en cuisine et dans l'art de recevoir, dans l'hospitalité. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et tous les jours on remet en question ce qui est existant. Et donc la cuisine évoluait déjà très bien à Roanne. Je commençais avec papa à pouvoir faire quelques petits trucs. Et en arrivant à Ouche, on ne s'est pas dit non mais là on ouvre la nouvelle maison, il faut créer quelque chose, il faut créer un nouveau concept au niveau cuisine. Absolument pas. On a continué à faire ce qu'on savait faire. Et très rapidement, en fait, le lieu, l'environnement dans lequel on se trouve influe notre création et nous emmène sur des voies différentes que si on était resté en ville. Mais on serait resté à Roanne, on aurait continué à faire une cuisine qui nous ressemble aussi. C'est juste qu'on est imprégné par le lieu et surtout voilà, la cohérence qu'on a créée entre la cuisine
l'art de la table aussi, la salle de restaurant, l'architecture, le lieu. Et vraiment, voilà, ça va vraiment bien ensemble aujourd'hui. Et on s'éclate en fait. On le voit quand on va sur place. On s'éclate, c'est vrai que... On est reçu absolument incroyablement, c'est-à-dire qu'il y a une âme aussi dans cette maison. On a l'impression qu'elle a toujours été là, alors qu'elle est toute neuve. Toute neuve au sens qu'elle est très récente dans l'histoire de la maison Trois Gros. Et il y a une facilité effectivement déconcertante pour le client d'avoir le sentiment d'être à la fois chez lui et chez vous. Ouais, 3 ans après, la maison, elle se patine, elle vit, les équipes la font vivre avec bonheur. Et voilà, notre métier, c'est faire plaisir. Donc, quand un client arrive, on est là pour lui transmettre quelque chose du bonheur. Peu importe où on se situe, qu'on ait 3 étoiles Michelin depuis plus de 50 ans, c'est merveilleux. Mais voilà, en fait, on fait notre métier du mieux possible. Et on a un cadre exceptionnel, des équipes exceptionnelles, donc ça marche. Et puis on est à un moment de la vie où mes parents sont là, papa est un hyperactif en cuisine, donc on ne s'ennuie pas du tout. Léo, mon petit frère, est en cuisine avec nous. Ma sœur, qui rejoint l'aventure. Voilà, qui est plus âgée, qui a fait notre activité pendant 15 ans, a décidé de venir travailler avec nous. Donc voilà, j'ai envie de dire, vous avez peut-être pas fini d'entendre parler des Trois Gros. Allez, je termine parce que le dressage de cette assiette. Voilà. Du coup, il a refroidi, tu vois. Je vais pas arriver. Normalement, j'aurais fait un petit cordon de miel, mais il fait pas assez chaud sur la scène. Oh, si ça va, t'inquiète. Voilà. Le soleil safran. Le soleil safran, magnifique assiette, ce dessert. 3 propositions vraiment tellement cohérentes et en même temps si différentes. On a un petit film du coup, alors attends, ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce film, on reçoit François 3 minutes et on conclut cette masterclass. Écoute, on est entre tes mains. Tous les 4, ok ? On peut les applaudir effectivement. Merci. Tous les deux. Bonjour François. Comme par magie, vous êtes apparu aussi. François, comment vous pouvez raconter la première rencontre avec César justement ? Eh ben, en fait, moi j'ai eu un coup de fil d'un ami qui organise un festival à Roanne et il me dit voilà, les Trois Gros sont intéressés par ton travail et j'ai fait waouh. Et donc je suis venu à Ouche, on s'est rencontrés et puis voilà. Moi, j'ai adoré le lieu. J'ai tout de suite. Et François, quelle était l'idée créative justement derrière tout ça ? Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter et d'interpréter justement ? Dans notre première rencontre, l'idée c'était de faire justement un film sur le restaurant et l'hôtel. Et puis, donc j'ai filmé plein de choses. J'ai élaboré un projet. On a commencé. Et puis le Covid est arrivé, donc ça a fait un peu boum. Et voilà. Et donc on pouvait plus faire le même film. Et donc j'ai proposé comme j'ai filmé plein de choses là-bas, c'est un cadre qui est hyper inspirant. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai proposé à la famille Trois Gros de transformer l'essai en faisant des petites vidéos rigolotes qui sont postées sur Instagram. Voilà, donc,
Est-ce que vous êtes d'accord si je dis qu'il y a un côté un peu psychédélique? Il y a quand même l'idée effectivement de tordre un peu la réalité, comme si on avait pris des champignons du fond des bois. Alors, ouais, je sais pas, tu vas répondre. Mais en fait, il joue entre le figuratif et l'abstrait. Ouais, moi, je pense que c'est ça. On passe de quelque chose d'une nature morte. Et c'est ce que je voulais. L'idée, c'est nature morte. Je te donne mes natures mortes et T'en fais des redonne leur natures vie, quoi. vivantes. Ok. Ouais. Vas-y, François. Oui, c'est vrai que mon travail il est très axé sur les déformations et j'ai toujours été intéressé par ça, à commencer par le reflet dans une cuillère, quoi. On voit un espace infiniment grand qui est réduit dans un petit objet. Et donc moi, mon travail s'intéresse à ces déformations. Donc j'ai commencé par plein de sortes de déformations et en ce moment, je suis dans les déformations spatio-temporelles, c'est-à-dire que je mélange la notion du temps et de l'espace. Et César, justement, ce travail artistique, il est puissant au sein de la famille Trois Gros. On sait que ton père est un grand amateur d'art contemporain. Tu as grandi aussi entouré d'œuvres. Il y a cette fameuse question qui revient régulièrement, la question de la création artistique et de la création culinaire. Toi, c'est quoi ta position? À quel moment tu considères que une œuvre culinaire, en tout cas une création culinaire, se rapproche d'une création artistique? Tu as 2 heures. Écoute, je pense qu'on est effectivement. Alors non, on me dit 4 minutes à la régie. Ouais, c'est très éphémère ce qu'on fait en réalité, mais c'est plutôt dans la façon d'aborder la création qu'on se rapproche des artistes et après en résulte des choses qui sont graphiquement très pures et très belles. Mais c'est un concours de circonstances, c'est jamais le point de départ de quelque chose. Le point de départ, c'est évidemment le goût et peut-être une œuvre qui va nous faire penser à quelque chose. Ouais, je pense que c'est plutôt dans la manière d'aborder la création. Et la création, elle vient pas comme ça en fait. C'est quelque chose qui se travaille au c'est quotidien. un artiste aussi finalement. Voilà, la curiosité quotidienne. Et pas que du monde de la cuisine d'ailleurs. Et François, vous justement, quel regard vous portez sur la création culinaire? En quoi ça peut vous rappeler une forme de création artistique? Moi, je trouve que, en ayant passé un petit peu de temps en cuisine, je suis assez fasciné de voir, et puis d'avoir assisté à des plats au stade de l'élaboration. Je suis assez fasciné de voir le processus qui est en fait à la fois proche, parce qu'il y a toute la créativité, il y a l'esthétique, les couleurs, l'espace qui est important. La palette qu'on peut utiliser finalement, les produits, les couleurs, les techniques. Et en même temps, c'est vrai que quand on compare au travail d'un peintre, par exemple, qui est quand même assez solitaire, là, il y a une élaboration qui est dans le temps. Enfin, c'est étonnant parce qu'à la fois, il y a la dégustation qui est assez rapide, finalement. Donc l'œuvre disparaît assez vite. Mais en même temps, au niveau de la création, il y a des étapes. Il y a des tâtonnements, et moi je suis très intéressé par le fait d'être à l'écoute de la matière qu'on travaille en fait. Par exemple, moi quand je fais quelque chose, j'ai pas forcément une idée, enfin j'ai une idée de ce vers où je vais, mais la matière va me donner des informations pour me faire changer de route en fait, et je vais être à l'écoute de ça, et je trouve que j'ai l'impression qu'il y a aussi ce cheminement de pensée. C'est magnifique. On le voit effectivement sur les écrans. Le bleu et le noir. Et César, juste pour terminer, cette direction-là, on voit quand même, il y a une direction très claire dans la cuisine qui est la tienne aujourd'hui. Il y a un parti pris très évident, si je puis dire, et plus que jamais. Il était initié, je me souviens très bien du papillon avec ton père qui s'envolait sur cette dernière assiette. Il y a un fil conducteur très fort. Est-ce que tu sens effectivement que ta cuisine va se nourrir encore et encore de ça pour pouvoir... Oui, je pense que surtout c'est le fruit d'un héritage. C'est un travail actuel à 4 mains, voire à toutes les mains en fait de la maison, mais avec papa à 4 mains, avec nos collaborateurs aussi, mais effectivement, on tend vers des choses qui sont l'évolution de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a un patrimoine familial qui est considérable au niveau de la cuisine.
Et en fait, c'est un terrain de jeu sans limite. Si ce n'est que de faire bon quand même, quoi. Mais ouais, j'ai du mal à répondre à la question que c'est vraiment moi, c'est nous, ces trois gros. Évidemment, c'est moi aujourd'hui, mais voilà, il y a un peu de papa là-dedans, il y a un peu de papy, il y a un peu de Félix, il y a un peu de tout le monde. Et il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de. Voilà, en ce moment, ça fait 15 jours avec papa qu'on cuit des filets de sole. Voilà. Et papa il me dit, excusez-moi du gros mot, putain, j'ai 65 ans, je pensais savoir faire cuire une sole, et ben, je suis encore en train d'apprendre. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. On va les remercier tous les trois. Merci. César Troisgros pour cette masterclass qui clôture cette première journée. On se donne rendez-vous demain à 10h30 si mes souvenirs sont bons. Merci à tous, merci beaucoup. Merci César, merci messieurs. Merci, à bientôt.